Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Comment résoudre les problèmes économiques de notre époque? Comment prévenir les crises financières? Tout le monde se souvient de celle de 2008, sans remonter à celle de 1929. La réponse se trouve sans doute dans les sciences physiques. Si cela vous étonne, vous allez voir que ce n'est pas du tout improbable. Bonsoir Jean-Philippe Bouchot. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes physicien, pionnier de ce qu'on appelle l'écono-physique, contraction d'économie et de physique, membre de l'Académie des sciences, enseignant à l'École normale supérieure. Et vous êtes titulaire de la chaire annuelle au Collège de France, Innovation technologique. Liliane Bettencourt, après-demain, jeudi 25 février, vous allez tenir votre leçon inaugurale. On va en parler, mais d'abord, forcément, quand on a un physicien en face de soi, on lui parle forcément de ces images et de ce son présenté comme historique du robot Persévérance. Vous, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous parleriez d'un événement historique? Mais c'est effectivement très émouvant de voir ça, mais je crois que ça reflète vraiment ce que c'est que la science. C'est-à-dire que pour moi, la science, c'est vraiment une machine à fabriquer du consensus. Et une fois qu'on a un consensus, on sait faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans la science. Je crois que ça, c'est vraiment très important de le comprendre, de comprendre qu'il y a une phase où il n'y a pas de consensus, mais une fois qu'on est arrivé à une science mature, on arrive vraiment à faire des choses. C'est quoi le consensus là, s'agissant de la planète Mars? Il est très très ancien. On sait, on connaît la gravité, on connaît toute la technologie, mais enfin, malgré tout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne se rend pas compte derrière ces images qui paraissent presque naturelles, qu'il y a un travail, il y a toute une histoire de la science qui s'inscrit derrière. Et finalement, on est un peu des enfants gâtés par rapport à la science. Je crois que c'est un des grands problèmes de notre époque, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point elle fait faire des progrès qui deviennent quotidiens et qu'on oublie, et dont on oublie finalement la genèse. Par exemple, un exemple, c'est le téléphone portable. On l'utilise tous les jours et je crois qu'il y a 12 prix Nobel de physique qui sont nécessaires pour faire fonctionner un téléphone portable, mais on l'oublie. Et donc on oublie cette magie finalement de la science. Et on la récupère un petit peu quand on voit ces images-là, justement. Et combien de prix Nobel alors pour déceler les éventuelles traces de vie passée sur cette planète Mars? La physique, elle a son rôle à jouer, on imagine, dans cette quête? La physique, c'est devenu beaucoup de choses. On en parlera tout à l'heure, justement. Mais la physique, c'est devenu la biophysique. C'est bien sûr depuis longtemps l'astronomie. Donc, effectivement, les physiciens s'intéressent beaucoup à des problèmes de biologie. Je pense qu'il y a de la biologie derrière cette quête de la vie ailleurs. Des histoires de gravité, là, ou pas du tout, non? Non. Le robot, il n'a pas eu de... C'est de la vieille science. Alors, on va passer donc justement maintenant à la physique, mais comme on la voit plutôt rarement, tout le monde a des souvenirs sans doute de ces cours de sciences physiques à l'école. L'écono-physique, comment êtes-vous arrivé à cette discipline d'abord? Alors, en fait, j'ai toujours été fasciné par les statistiques, en réalité, de façon générale. Les statistiques, par exemple, quand j'étais petit, je regardais les statistiques des joueurs de foot. Bon, ça m'excitait, je ne sais pas pourquoi, les GDP des pays. Bon. Et puis, assez naturellement, je me suis rendu compte au milieu des années 80 qu'émergeaient des données, des nouvelles données sur les marchés financiers, beaucoup de données. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait effectivement une science à construire derrière cet avènement des grosses masses de données qui sont maintenant un peu la tarte à la crème, big data bien sûr, mais via ces données et via ce qu'on appelle la physique statistique, c'est-à-dire justement la compréhension des phénomènes à l'échelle agrégée, c'est-à-dire plus à l'échelle individuelle, mais qu'est-ce qui se passe dans des grands ensembles, qui est mon domaine d'origine. Je me suis dit qu'il y avait des ponts à construire entre cette physique statistique et l'économie ou les sciences sociales, qui est le thème de mon cours cette année. De la physique statistique aux sciences sociales, les défis de la pluridisciplinarité, c'est donc votre leçon inaugurale après-demain. Que peut apporter votre discipline à des questions qui sont finalement très concernantes? Personne n'a envie de revivre la crise dite des subprimes, à savoir des prêts à taux variables, très risqués. Que peut votre discipline? Est-ce qu'elle a un rôle préventif, par exemple? Alors, on le verra. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la science, avant d'être un consensus, c'est beaucoup de débats. Et donc, c'est un petit peu un pari. Je pense que la physique statistique a apporté beaucoup aux sciences sociales, à l'économie, à la finance. On verra ce que ça donne, bien sûr. Mais je crois que ce qui me motive, c'est de faire apparaître quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas bien cerné à l'heure actuelle par les modèles existants, en finance ou en économie, qui est ce passage entre l'échelle individuelle, moi, vous, où on raisonne dans un petit monde, le monde de nos familles, le monde de notre environnement immédiat, et ce qui se passe quand on agrège tous ces individus. On les agrège sur un marché financier, ça forme un prix. On les agrège dans une économie, ça fait
une crise ou une économie qui fonctionne. Et ce passage du microscopique au macroscopique, c'est précisément ce que la physique statistique essaie de comprendre. Et pour vous donner un exemple que je trouve extrêmement frappant, mais qui encore une fois est tellement quotidien qu'on oublie son caractère miraculeux, c'est que l'eau qu'on boit, à 0 degré Celsius plus, c'est un liquide bleu qui coule, et à 0 degré Celsius moins, c'est un solide blanc rigide. Alors que ce sont les mêmes molécules à l'échelle microscopique. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre que les mêmes molécules, quand on les regarde individuellement, arrivent à l'échelle agrégée à former des ensembles, des matières tellement différentes. Justement, si on remplace... Oui, exactement. Et vous voyez l'analogie. On peut très bien imaginer que ces outils de compréhension du passage micro-macro permettent de comprendre pourquoi une économie dans son ensemble peut se retrouver dans un état de crise ou dans un état de prospérité, alors que ce sont les mêmes agents. Alors c'est normal, j'ai envie de remplacer moi l'eau, ça va peut-être vous surprendre, dites-moi si je me trompe, mais par un courtier, un trader qui est là dans son bureau et qui, comme on dit, boursicote, qui vend, qui achète des actions. On pense à la crise de 2008. Est-ce que là... Non, l'eau c'est le prix. L'eau c'est le prix. Et vos agents c'est les molécules. Mais chacun dans son coin va avoir des actes qui vont avoir des répercussions quand on les cumule, globales et planétaires. Parce que ces agents réagissent à des informations, mais aussi réagissent à ce que font les autres. C'est-à-dire, ils interréagissent. Et comme dans l'eau, les molécules d'eau font ce phénomène spectaculaire émergent ce qu'on appelle une transition de phase, une transition entre eau liquide et eau glace, parce qu'elles interagissent. Et les agents sur les marchés financiers ou en économie, dans les économies, interagissent les uns avec les autres. Et c'est exactement le point qu'il faut essayer de comprendre. C'est comment ces interactions, ces petites choses qui, à l'échelle individuelle, n'ont l'air de rien, forment à l'échelle macroscopique des économies fonctionnelles ou des économies dysfonctionnelles, des marchés financiers qui sont efficients ou non, alors des bulles et des cracks. Alors on y vient justement, les bulles, les cracks, l'efficience des marchés. Ça, c'est au fond ce que pourraient vous répondre ceux qui veulent défendre cette finance telle qu'on la connaît, parce que visiblement, peu de choses ont évolué. Dites-moi si je me trompe depuis 2008. L'efficience des marchés, c'est en gros de dire non, les actions, leur prix, il n'est pas sous-évalué ou surévalué. De toute façon, les marchés, en fait, s'autorégulent, ont raison. C'est ça. Et pourquoi vous critiquez cela, vous ? Parce que justement, je reviens à nouveau à ce problème d'interaction. C'est-à-dire que l'idée des marchés efficients, c'est que les agents individuellement peuvent faire des erreurs, mais que ces erreurs se moyennent. C'est-à-dire que vous pensez que le prix est un peu surévalué, moi je pense qu'il est sous-évalué, on interagit, mais on interagit de façon peu spectaculaire, peu dramatique d'une certaine façon, et finalement nos opinions se moyennent au prix vrai. Or, ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est que nos opinions s'emballent les unes les autres. Mais ça, c'est le constat. Alors, la physique statistique, que peut-elle alors ? Eh bien, justement, elle a des tas d'outils qui permettent de comprendre comment ces agrégations diffèrent du simple Moyen-Âge des opinions individuelles. Mais est-ce qu'elle peut corriger ou après c'est le politique qui, lui, doit s'emparer de vos données ? On entend beaucoup en ce moment, par exemple, sur la pandémie, ce sont les politiques qui doivent prendre les décisions, ce ne sont pas les médecins ni les scientifiques. Vous apportez l'outil, au fond ? Je pense qu'effectivement, avant de réguler, il faut comprendre. Et c'est un reproche qui m'est souvent fait. Pourquoi, physicien, vous êtes intéressé aux marchés financiers ? Les marchés financiers, c'est pas bien, c'est ça. Je pense que il faut d'abord comprendre. Si on ne comprend pas, on fait n'importe quoi. Et si on régule, on peut, en fait, aggraver le mal plutôt que l'améliorer. Donc, pour comprendre ce qui se passe sur les marchés financiers, pour comprendre leurs instabilités, mais on parle des marchés financiers et on pourrait dire de la même chose des économies. Les modèles que les banques centrales utilisent pour comprendre l'économie ne contiennent pas de crise. C'est étonnant, mais les modèles, disons, quotidiennement utilisés, ça change depuis 2008, vous avez raison de le dire, mais sont des modèles où il existe un état d'équilibre autour duquel l'économie fluctue. Mais dans le modèle, il n'y a aucune possibilité pour que l'économie s'emballe dans un sens ou dans l'autre et passe dans un équilibre complètement différent. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est de comprendre, est-ce que d'autres équilibres sont possibles ? Est-ce qu'en effet, les forces qui ramènent le système vers l'équilibre, que ce soit encore une fois le marché financier, est-ce qu'en effet, on peut laisser les marchés s'autoréguler parce que les forces sous-jacentes sont suffisamment fortes pour
réguler elle-même le fonctionnement du marché, ou est-ce qu'au contraire, on sait identifier des boucles de rétroaction déstabilisantes qui font que les prix font n'importe quoi? Il y a un exemple aussi, pardonnez-moi de vous couper, qui me vient à l'esprit, Jean-Philippe Bouchot. Hier, on parlait du Bitcoin. Et, je le dis, j'en parlais avec vous avant cet entretien. Hier, on n'a pas eu le temps d'aborder le côté énergivore du Bitcoin. On parle beaucoup du changement climatique en ce moment. Le Bitcoin, là aussi, pour vous, c'est un bon exemple justement du passage de l'action individuelle aux conséquences globales? Alors, c'est un petit peu différent. Là, c'est vraiment un problème d'agrégation simple, je dirais. C'est-à-dire que plus, effectivement, le Bitcoin a un prix élevé, plus les gens sont motivés pour investir dans des moyens de calcul importants, et plus le calcul nécessaire à effectuer les transactions, à certifier les transactions, est consommateur en énergie. Donc, c'est plus simple. Mais plus que la carte bleue? Beaucoup, beaucoup plus. 1 million de fois plus que la carte bleue. Donc on est dans un modèle... C'est quelque chose que je connais beaucoup moins bien, bien sûr, mais c'est effectivement un modèle qui semble peu soutenable à l'heure actuelle. Ouais. Alors vous, votre travail concrètement, le mathématicien, on s'en doute un peu, le physicien aussi, mais le physicien statistique en tous les cas, comment travaillez-vous avec des chiffres, avec des courbes, avec des... Comme un physicien, je crois. C'est ça, effectivement. L'idée, c'est que le physicien a une méthodologie qui est la sienne, qui est un peu à mi-chemin entre les sciences naturelles, l'observation, vraiment, et les mathématiques. Il y a effectivement un aller-retour permanent entre les deux. Donc, typiquement, je vous le disais tout à l'heure, on a énormément de données sur les marchés financiers, de plus en plus de données sur ce que font les gens individuellement, comment ils réagissent, comment ils interagissent. Tout ça permet une compréhension très très fine de ce qui se passe dans le monde, mais les données brutes ne servent à rien. On a besoin d'un filtre pour les interpréter, pour les déchiffrer. Et les mathématiques sont déjà un outil de la finance, mais qu'est-ce que la physique, c'est quoi par rapport aux mathématiques en plus? Mais la physique, c'est déjà les mathématiques appliquées aux sciences sociales, enfin aux événements réels de la vie quotidienne. Mais je crois que ce n'est pas des mathématiques, la physique, parce qu'il faut de l'intuition supplémentaire. Il faut savoir si l'outil est bien adapté. Si on prend un marteau pour taper n'importe quoi, de temps en temps ça marche, de temps en temps on fait des bêtises si on utilise un marteau pour taper du cristal. Bon, si vous avez le Nobel un jour, vous reviendrez nous voir, bien entendu, promis. Oui, on alors. vous le souhaite. Merci beaucoup, Jean-Philippe Bouchot.